On a peut-être un peu oublié finalement l'objectif. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, je trouve que c'est un véritable scandale aujourd'hui que de trop nombreux Français et de trop nombreuses Françaises, en l'occurrence, mettent en place des stratégies de changement de leur comportement parce que justement, on vit dans une période d'ultra-violence et d'insécurité galopante. Moi, je viens d'une génération, j'ai eu 18 ans quand Emmanuel Macron est arrivé au pouvoir et on a vécu avec les attentats et avec la montée de l'ensauvagement de notre pays. Et quand vous regardez l'ensemble des enquêtes d'opinion, alors là, effectivement, ça porte sur les joggeuses, mais moi, j'ai une enquête d'opinion en tête qui est que 65% des jeunes aujourd'hui adaptent leur comportement à la menace terroriste, donc c'est-à-dire qu'on adapte notre comportement en sortie, en soirée ou lors d'événements publics. Ce n'est absolument pas normal aujourd'hui qu'une génération entière de jeunes, une génération entière de personnes vivent avec cette idée qu'il faut absolument changer notre comportement parce que les pouvoirs publics, parce que c'est de ça dont il s'agit, sont impuissants à faire régner l'ordre et la sécurité. Et c'est, je pense, ça le problème qu'on a aujourd'hui. Il y a trop de familles dans notre pays, il y a trop de mères, trop de pères qui aujourd'hui ont peur quand leur enfant va juste à l'école, qui ont peur lorsque leurs enfants vont faire un jogging. Et c'est, je pense, ça qui démontre une faillite finalement collective de l'État et 40 années d'impuissance publique en matière de sécurité, 40 années d'impuissance publique et de laxisme sur la question de la réponse faite aux personnes qui agressent dans notre pays. Cette confidence, hier j'étais au téléphone avec Oui, et c'est pour ça que je terminerai dessus. Je suis complètement d'accord avec ça. C'est une faillite véritablement de l'État aujourd'hui. La mission première de l'État, c'est assurer la sécurité pour tous. S'il n'y a pas de sécurité, il n'y a pas de société, il n'y a pas de civilisation. Donc à un moment donné, c'est insupportable aujourd'hui que dans notre pays, par exemple, vous avez 5% du PIB qui justement est ventilé sur les questions de sécurité, de justice et de politique migratoire et même de dépenses militaires, alors que par exemple, vous dépensez 33% dans le social. Il y a des choses qui sont à un moment donné insupportables pour la plupart des Français. Et que les Français ne comprennent pas exactement. Nous reviendrons sur un autre phénomène de sein de l'Assemblée nationale. Rien que ça, c'est la base. On a oublié déjà. Mais vous faites la comparaison tout à l'heure avec un assistant parlementaire du Rassemblement national ou de Frontières. Oui. Et quelle est la réalité que cette affaire démontre aujourd'hui? C'est que la France insoumise, qui se prétend anti-système, est un parti qui se protège derrière le système. Les députés de la France insoumise ou Rima Hassan au Parlement européen sont constamment à la limite de la légalité, voire dans l'illégalité parfois, et se protègent derrière l'immunité parlementaire. À un moment donné, c'est insupportable qu'une députée de la nation française, Ercilia Soudet, donc qui représente l'intérêt général et le peuple français, puisse ne pas prendre de sanctions sur un de ses collaborateurs, parce qu'il faut dire quand même pour les gens qui arrivent, qui nous écoutent, que effectivement les députés emploient ces personnes-là, et à un moment donné, c'est insupportable que ces gens-là agissent en toute impunité et prospèrent au nom de leur idéologie un ensemble de mesures qui sont néfastes. Là, on est en l'occurrence face à quelqu'un qui déteste l'ordre, déteste l'autorité, déteste la police. Déteste la République. Et déteste la République d'une certaine façon, et qui n'aura aucune sanction. Et ça, je pense que les Français en ont ras-le-bol. Exactement, on remarque. Raison de parler d'antisémitisme et d'atmosphère, et si on continue comme ça, la France risque de ne plus être sûre pour nos concitoyens de confession juive. Et d'ailleurs, c'est ce que disait Arthur lors de sa déclaration, qui disait qu'on ne devait pas justement s'habituer à cela. Aujourd'hui, il faut rappeler quand même quelques chiffres. Depuis le 7 octobre, les actes antisémites ont augmenté, c'est ce que vous affichez à l'écran, de plus 1500%. Et représente aujourd'hui 60% des actes anti-religieux, alors que la population juive ne représente que 1% de la population nationale. Donc on voit bien qu'il y a une surreprésentation des actes contre les juifs, des actes antisémites dans les actes anti-religieux. Le deuxième point qui est à noter, c'est que la plupart des actes aujourd'hui antisémites concernent surtout des personnes. C'est davantage le cas que pour les autres religions. Donc, c'est-à-dire que vous attaquez beaucoup plus aux individus, à leur vie, à leur vie quotidienne, à leur boîte aux lettres, par exemple, à ce qui touche l'essence de leur vie. Et c'est ça le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui, on a une augmentation exponentielle des actes antisémites qui touchent de plus en plus de personnes. Et vous avez la conclusion suivante, c'est que pour de plus en plus de Français de conception juive, il est plus sûr d'être dans d'autres pays que d'être en France. Et c'est pour cela que beaucoup partent aujourd'hui dans l'État hébreu, qui est pourtant un État en guerre. Et quel pays aujourd'hui peut se prévaloir d'être à la fois un État qui n'arrive pas à endiguer l'antisémitisme et qui justement n'arrive pas à endiguer la fuite de nos concitoyens juifs? Martin Garagnon, je vais vous lire une autre phrase de l'autre côté, qu'on ne veut pas regarder la réalité en face aujourd'hui en France. Oui, bien sûr, vous posez la bonne question. La bonne question aujourd'hui dans notre débat, et c'est ce qu'on n'a pas évoqué jusqu'à présent, qui agresse nos concitoyens de confession juive? Qui agresse les juifs en France? Qui agresse les femmes, etc. Et je pense que c'est ça le sujet, parce qu'en réalité aujourd'hui,
quand vous avez une immigration massive issue de certains pays, notamment de pays arabo-musulmans, dans lequel vous le savez très bien qu'il y a un antisémitisme, alors même plus d'atmosphère, mais complètement débridé dans un certain nombre de ces pays-là. Maroc, Algérie, Tunisie, Égypte, etc., etc. Et je ne parle même pas au Proche-Orient, Syrie, etc. Donc quand vous apportez massivement des gens comme ça qui arrivent sur notre sol, effectivement, ils vont reproduire les codes culturels et familiaux qu'ils ont qui viennent de... J'ajouterais, Mathieu, aussi certains Français qui appartiennent à des groupuscules d'extrême gauche ultra-violents et eux aussi ne se privent pas. Exactement, voilà. Et j'allais venir, c'est le deuxième point. Donc vous avez ces gens-là, une partie de ces gens-là, évidemment pas tout le monde, fort heureusement, parce que sinon on serait des problèmes qui seraient complètement démesurés, mais une grande partie de ces gens-là sont dans ce mécanisme-là. Parce que vous avez effectivement beaucoup de gens qui considèrent que l'antisionisme, dans ces pays-là, considèrent que l'antisionisme, c'est normal. C'est normal de contester l'existence d'Israël. Et donc effectivement, vous avez des jeunes aujourd'hui qui sont issus de ces milieux familiaux qui pensent également cela. Et donc vous arrivez au chiffre que vous avez illustré tout à l'heure, que 35% des jeunes pensent cela puisqu'ils influencent leurs petits copains à l'école. Et ça, ce diagnostic-là avait été posé en l'an 2000 par Georges Bensoussan qui parle de territoire perdu de la République parce qu'il y a une montée de l'antisémitisme. Deuxième point, c'est effectivement le fait qu'il y a aujourd'hui des idiots utiles de l'islamisme dans notre pays, qui se font parfois leur promotion. La France insoumise, par exemple, l'ensemble des militants d'extrême gauche qui, justement, au prétexte de ne pas créer d'inégalité face aux personnes issues de l'étranger et notamment aux personnes arabo-musulmanes, vont nous expliquer qu'il est normal de se coucher devant l'islamisme et de se coucher devant des revendications qui parfois n'ont rien à voir avec l'immigration. Et c'est ça, je pense, la vraie problématique aujourd'hui qu'on va faire face. C'est ce professeur qui a eu à Genève aussi hier. Il y a eu un événement qui a été annulé, mais c'est un concours de sourates, de courants, voilà. Et on sent les frères musulmans, cette pression aujourd'hui, les frères musulmans qui ne sont pas considérés comme un groupe terroriste. Et la réflexion, elle doit se faire aussi, me semble-t-il, au niveau des autorités. Mais bien sûr, parce que la réalité, c'est que le concept d'islamophobie est une arnaque totale, parce que justement, comme vous le disiez, il dévoie la question de la lutte contre une pensée politique totalitaire. Il faut le rappeler quand même, l'islamisme, aujourd'hui, c'est François Fillon qui pose le bon diagnostic. C'est un totalitarisme versus justement une religion. Mais la réalité aujourd'hui, c'est que le discours a tellement infusé dans un certain nombre de nos territoires qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez dans la population des jeunes de confession musulmane, donc les 18-25 ans, notamment, c'était un sondage du Figaro, IFOP pour le Figaro en 2019 qu'il le sortait, 50% d'entre eux considèrent qu'aujourd'hui, la laïcité est un instrument islamophobe. Pourquoi des jeunes aujourd'hui pensent cela? Parce qu'aujourd'hui, vous avez des gens dans le débat public, des gens de la France insoumise, etc., de la gauche, qui nous expliquent aujourd'hui que la laïcité est un instrument islamophobe qui est pensé contre l'islam. Or, je pense que pour promouvoir justement la laïcité, ça permettra de lutter contre toutes les dérives aujourd'hui intellectuelles d'une partie de la gauche, parce qu'elle s'est complètement dévoyée et elle s'est complètement soumise. Et on a l'impression qu'il nous prépare une société, et je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, soumise à l'islamisme. Et c'est pour ça que nous faisons notre métier de journaliste en informant. C'est parce que la France et Jean-Noël Barrot lui-même s'est couché devant l'Algérie de Tebboune. C'est ça en vrai le vrai sujet. C'est qu'aujourd'hui on n'a pas... par exemple, je posais une question très simple. Bruno Retailleau a fait une liste de 60 personnes qui sont des criminels, narcoterroristes ou narcotrafiquants les plus dangereux qui sont des ressortissants algériens à l'issue des négociations. Que vont faire ces gens-là? Est-ce qu'ils vont rester en France ou est-ce qu'ils vont être repris par l'Algérie? On peut mettre aujourd'hui un billet sur le fait que l'Algérie ne les reprendra pas. Donc à partir de ce moment-là, quand vous faites une liste de gens qui sont ultra dangereux pour notre pays, pour notre pays et que l'Algérie ne les reprendra pas, vous ne pouvez pas parler de normalisation des relations, vous pouvez juste parler d'un pays qui s'est couché face à un autre. Et je pense que c'est ça le sujet. Alors, votre voisin Martin Garagnon ne semble pas d'accord, mais on peut en débattre. Voilà, on est là pour ça. Mais... J'ai un petit clin d'œil aussi sur cette opération qu'a fait l'Algérie, les services secrets, pendant la crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Beaucoup de gens nous ont expliqué que si on faisait la rupture des relations avec l'Algérie, on va se couper d'un pays dont les services de renseignement sont très importants, notamment en Afrique, au Sahel, que la coopération militaire, la coopération sur les services extérieurs était exceptionnellement importante pour la France et que si on se coupait de l'Algérie, on allait perdre à ce niveau-là en termes de lutte contre le terrorisme. On avait quasiment l'impression que les services de secret algériens, c'était quasiment la CIA. Or, là, qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est que finalement, les services secrets algériens ne sont pas si bons que ça. Donc, à partir de ce moment-là, dans ce cas-là, ils se sont fait avoir lieu. Martin Garagnon, j'aimerais bien entendre votre voisin qui vous hochiez de la tête. Est-ce que c'est rentable pour la France aujourd'hui? Je vous pose la question de maintenir une relation de cette nature-là avec l'Algérie. On a quand même le sentiment que la France se couche. C'est vrai que moi, en tant qu'observateur, c'est ce